Convient? Oui, aucun problème, vas-y. Ordinateur, question. Commencer. Ça dérange du champignon? On va tendu là. Bon, on commence? Oui. Ouais. Bon, bienvenue à ce séminaire organisé par le CIM. On a deux présentateurs aujourd'hui. Rémi Bachand, qui est professeur au département de droit de l'Université du Québec à Montréal. Sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal. Et il y a Mathieu Perron-Dufour, qui est professeur au département de sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais. Et le thème de la conférence aujourd'hui, c'est lutte des classes, post-Fordisme et transition écologique. Rémi va commencer, va présenter en premier, ensuite on va passer à Mathieu. Et ce qui est intéressant ici, je me permets de le noter, c'est que cette conférence-là s'insère dans une réflexion qu'on fait présentement avec plusieurs autres personnes dans le cadre d'un numéro spécial de la revue Politics and Governance qui va s'appeler Reinventing Trade in the Shadow of Populism. Donc, toute la question de l'institutionnalisme en relation internationale et comment on peut insérer les questions commerciales et dans le cas de Mathieu, les questions de transition écologique dans le commerce. Et donc, ce numéro spécial-là qui est dirigé par Kevin Combin de l'Université de Rogers aux États-Unis, de Michel Rioux, qui est du département de sciences politiques à l'UQAM, va probablement être publié en mars 2023, si tout va bien. Et donc, je laisse la parole à Rémi, puis après ça, on va passer à Mathieu. Donc, à toi. Merci, Eric. Donc, le titre de ma présentation, c'est Lutte de classe et institutions économiques internationales, le Fordisme et les origines du GATT. En vieillissant, je me rends compte jusqu'à quel point, dans la vie, je suis un peu sauvage. Puis ça prend la forme sur le plan professionnel par le fait que quand je reçois des avis, des propositions de contribution à des numéros spéciaux, généralement, je refuse parce que c'est trop loin de mes travaux. Puis je refuse, moi, de faire cadrer ou de changer mes plans de rédaction en fonction des désirs des autres. Mais là, dans ce cas-ci, le numéro spécial qui nous a été proposé, en fait, entre directement dans un projet que je suis en train de monter. Donc, c'est un bouquin sur lequel je travaille depuis quelques temps, qui risque de prendre quelques années. Mais bon, donc l'idée de ce livre-là, c'est de mettre en relation deux narratifs, donc les hauts et les bas de ce que j'appelle les régimes d'accumulation, c'est-à-dire le Fordisme, le néolibéralisme. Et moi, je pense qu'on est dans une période charnière. On est en train de réfléchir à une nouvelle forme d'économie. Donc, les hauts et les bas des régimes d'accumulation, les hauts et les bas des institutions économiques internationales, donc GATT, OMC, accord de libre-échange. Donc, j'ai déjà commencé j'ai publié quelques trucs sur la crise de l'OMC en relation avec la crise du néolibéralisme. Aujourd'hui, c'est ma première occasion de présenter mes intuitions sur les origines du GATT. Donc, je vais vous parler essentiellement de la période 45, on va dire 45-65. Là, ce que je vais chercher à montrer aujourd'hui, c'est que je vais essayer de démontrer l'importance du Fordisme dans la rédaction et dans la pratique du GATT dans ces deux premières décennies. Puis après, de l'importance des rapports entre le capital et le travail dans les années 30 et 40 dans le Fordisme, puis éventuellement sur le GATT. Donc, l'impact des luttes de classe dans les années 30-40 sur le GATT jusque au milieu des années 60. Okay? Donc, évidemment, je vais aussi parler un peu du contexte économique international dans la même période parce que c'est intrinsèquement relié, sauf que, bon, l'idée, c'est que ces deux éléments-là forment le contexte immédiat du GATT. On parle souvent de l'économie internationale, mais très peu donc de l'économie nationale et des luttes de classe aux États-Unis comme étant un élément ayant influencé le GATT. Donc, c'est ce que je vais essayer de montrer. Donc, la thèse, c'est que le numéro spécial parle du libéralisme enchâssé. Je vais prétendre aujourd'hui qu'on ne peut pas prendre l'époque, puis donc qu'on parle de libéralisme enchâssé dans le cadre de cet article-là, de ce numéro-là, ça réfère à ce fameux article de John Ruggie de 1982, je pense, donc qui parle de libéralisme enchâssé. Donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'on ne peut pas prendre l'époque à laquelle Ruggie se référait
donc l'époque du Fordisme, comme étant un modèle pour le réenchâssement de l'économie, pour deux raisons. Premièrement, c'est parce qu'il y a des conditions qui étaient nécessaires au Fordisme qui ne sont plus présentes aujourd'hui, puis notamment la productivité de l'économie états-unienne, donc l'économie dominante. Deuxièmement, des conditions qui ne sont pas souhaitables, c'est-à-dire la déradicalisation du militantisme ouvrier en échange de bonnes conditions salariales. Donc, mon plan, je viens de faire l'introduction, la partie 1, partie 2, je vais vous expliquer très rapidement les prémices théoriques de mon travail. Troisièmement, les caractéristiques du Fordisme et son fondement dans la lutte de classe aux États-Unis. Quatrièmement, le contexte économique international. Cinquièmement, le Fordisme et les résultats des négociations en vue du GATT. Puis, en dernier lieu, ma conclusion, je vais vous expliquer pourquoi cette histoire-là est importante. Donc, j'en profite pour dire que je suis assez content parce que c'est rare qu'on donne suffisamment de temps pour développer autant de points dans une conférence. Donc, les prémices théoriques, donc pour le moment, je parle de prémices, mais un des objectifs du livre, c'est justement d'essayer de les valider comme grille d'interprétation pertinente. Il y a quatre éléments sur lesquels je veux insister très rapidement. Je ne les justifierai pas, mais je pourrais le faire durant la période de questions. Donc, premièrement, c'est que les institutions économiques internationales ne peuvent se comprendre qu'en étudiant le fonctionnement de l'économie nationale. Okay? Donc, les institutions économiques internationales ne sont là que pour appuyer, pour aider à la reproduction et l'expansion d'un modèle économique national. Modèle économique national, à partir de maintenant, je vais utiliser le concept de régime d'accumulation. Théoriquement, je dirais que je garde le cadre conceptuel de l'école de la régulation, mais mon cadre théorique est un peu un bricolage entre l'école de la régulation et la théorie des structures sociales d'accumulation. Donc, je pourrais y revenir tantôt. Deuxièmement, les institutions économiques internationales appuient un régime d'accumulation, oui, mais lequel? Ben, c'est celui de l'économie dominante, parce que c'est l'économie dominante qui finit par être le moteur de ces institutions économiques-là. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ben, c'est les États-Unis. Donc, si on veut comprendre les hauts et les bas des institutions économiques internationales, il faut comprendre les hauts et les bas du régime d'accumulation dominant aux États-Unis. Troisièmement, qu'est-ce qu'on veut dire par les hauts et les bas d'un régime d'accumulation? Un régime d'accumulation, c'est une façon particulière d'organiser le capitalisme. Puis l'objectif du capitalisme, c'est d'assurer l'accumulation du capital, d'où le concept de régime d'accumulation. Donc, accumuler du capital grâce à des taux de profit. Donc, mon narratif est collé à une étude de l'évolution des taux de profit, puis particulièrement des taux de profit des entreprises non financières. Je pourrais expliquer pourquoi essentiellement les entreprises non financières tantôt. Et quatrième et dernièrement, par conséquent, la fonction des institutions économiques internationales est d'aider les régimes d'accumulation à permettre des taux de profit satisfaisants, notamment en aidant à la mise en fonction de, là on parlait de Marx tantôt, j'utilise le vocabulaire, un concept marxiste, les influences contraires à la baisse tendancielle du taux de profit. C'est juste un cadre conceptuel. On n'est pas obligé de l'acheter. Moi, je trouve que ça demeure utile, mais parmi ces influences contraires-là, donc qui servent à atténuer la baisse des taux de profit, bien, il y a la hausse de la productivité, la baisse des salaires, l'augmentation de la population ouvrière, l'exportation de la production ou des investissements, ou la financiarisation, moi je fais entrer le crédit là-dedans. Okay? Donc, sur cette base théorique-là, je répète qu'il est non souhaitable et impossible de revenir à un régime d'accumulation semblable au Fordisme pour les raisons que j'ai expliquées tantôt, qui vont devenir claires tantôt. Okay? Donc, si on veut trouver une nouvelle façon d'enchasser le capitalisme, ça veut dire qu'il faut trouver autre chose. Okay? Donc, je passe à la troisième partie, le Fordisme et la lutte des classes aux États-Unis. Donc, le contexte économique aux États-Unis, c'est que vous savez, dans les années 30, au début des années 30, là, il y a eu énormément de répression contre le militantisme ouvrier, mais il y avait aussi beaucoup dont le syndicalisme était très pugnace à cette époque-là, malgré la répression. Donc, ça a donné notamment là, des grèves majeures concentrées, là, notamment l'année 1934 est particulière pour ça. Donc, des grèves majeures, les débardeurs sur la côte ouest, les camionneurs à Minneapolis, les travailleurs du textile un peu partout au pays, les travailleurs automobiles à Détroit, etc. Donc, énormément de grèves qui sont en très grande partie portées par ce qu'on appelle le militantisme. Là, en anglais, le terme, c'est rank and file, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement... donc, le militantisme rank and file est porté
pas nécessairement par les exécutants élus des centrales ouvrières, des centrales syndicales, mais souvent soit par des militants qui ne sont pas élus, qui ne sont pas des exécutants, ou encore des exécutants, mais des centrales plus locales. Okay? Donc, souvent, ces militants-là étaient des militants communistes, socialistes, anarchistes, des militants d'extrême gauche. Et il y avait comme revendication, bon, entre autres choses, une plus grande participation à la gestion des usines, donc par la constitution de comités de production. On voulait un droit de regard sur les embauches et les congédiements. On voulait donc garder le droit où on faisait souvent des grèves hors convention collective. Donc, par exemple, quand le foreman ne se comportait pas correctement, on appelait une assemblée générale, on se réunissait, on votait la grève, puis on s'assoyait, puis en grève. Parmi les autres tactiques, là, il y a des grèves sauvages, des grèves de solidarité, des boycotts, donc un type de militantisme syndical qui est très différent de ce qu'on voit actuellement. Cette période-là a perdu des gains importants, a permis des gains importants. On a fait assez peur au patronat. Et bon, donc c'est une partie du contexte. L'autre élément relié à ça, c'est qu'au même moment, on voit l'émergence d'une nouvelle centrale syndicale, la CIO, qui avait comme slogan, en fait, organiser les désorganisés. Donc, pas seulement organiser ou syndiquer ou représenter les corps de métier, comme était l'AEFL, c'était davantage un syndicat de métier. Donc, la CIO voulait vraiment se rapprocher des ouvriers d'usine puis organiser les désorganisés, comme il disait. Donc, Roosevelt arrive en poste, puis rapidement cherche à s'allier aux travailleurs. Puis une des premières choses qu'il va faire en 1935, c'est de faire adopter ce qu'on va appeler le Wagner Act, qui est une loi qui a facilité énormément la reconnaissance syndicale et le droit de grève. Donc, le Wagner Act va permettre une amélioration des conditions des travailleurs, notamment en établissant une obligation pour les patrons de reconnaître les organisations syndicales. Il y a certaines pratiques antisyndicales qui vont devenir illégales. Et là, on va mettre en place un mécanisme d'arbitrage de grief qu'on va appeler le National Labor Relations Board, donc qui va chercher à arbitrer là, les relations entre travailleurs et ouvriers, autrement que sur la seule base du rapport de force avec la police qui débarque. Donc, à ce moment-là, après ça, donc le rapport de force est assez favorable. Il y a deux choses qui vont se passer. C'est qu'à partir de 1938, déjà, on va commencer à déradicaliser la CIO. Donc, on va essayer de forcer la CIO à… En fait, on va phagocyter l'exécutif de la CIO avec des militants qui sont un peu moins radicaux. Deuxièmement, il y a la guerre qui arrive évidemment en 1939, les nazis qui envahissent l'URSS, les Japonais qui attaquent Pearl Harbor en décembre 1941. Donc, le résultat de ça, c'est qu'il y a un nationalisme important qui va se développer au sein des centrales syndicales au détriment de la conscience de classe. Donc, il y a plusieurs syndicalistes radicaux, même communistes, qui vont se ranger derrière l'effort de guerre nationale. Notamment, les communistes disent « oui, mais il faut aider donc l'URSS à se défendre contre les nazis ». Donc, ils vont embarquer dans cette idée d'effort de guerre nationale. Ça va avoir comme effet donc, de réduire le nombre de grèves parce qu'on constate que les grèves nuisent à cet effort de guerre-là. Et il y a même les organisations syndicales qui vont adopter une promesse de non-grève. Ça, cette déradicalisation-là du mouvement syndical va rester pendant une bonne partie de la guerre. En 1942, il y a même ce qu'on va appeler l'adoption d'une loi qui va créer le National War Labor Board, qui va, bon, cette loi-là va rendre les grèves carrément illégales, mais si ce nouveau board-là donc, va chercher à régler les conflits. Donc, plutôt que de faire la grève, on doit mobiliser ce tribunal-là. Puis donc, la particularité, c'est que les décisions arbitrales vont être obligatoires. Sauf que le revers de la médaille, c'est que la juridiction de ce board-là va être limitée vraiment aux questions de convention collective. Puis tout ce qui concerne le droit de gérance des usines qui faisait partie des revendications donc dans les années 30, là, ça va être laissé de côté, donc ça va être exclu du champ de compétences du board. Le résultat, c'est que la conscience ouvrière va se transformer. On va commencer à réaliser que ce qu'on peut revendiquer, c'est ce qui concerne disons, la gestion quotidienne, la relation de l'employé ou de l'ouvrier avec l'usine. Puis donc, c'est essentiellement ce qui se trouve dans la convention collective. Mais
Pour tout ce qui concerne les aspects plus organisationnels, ça, le board n'a pas compétence là-dessus. Donc, la conscience ouvrière va se développer dans le sens qu'on ne peut pas revendiquer, on ne peut plus revendiquer ce genre de choses-là. Cet esprit va être renforcé en 1947 avec ce qu'on va appeler le Taft-Hartley Act, qui là va interdire les grèves. Donc, après la guerre, les grèves redeviennent permises, mais dans un certain cadre que va préciser le Taft-Hartley Act, interdiction des grèves hors convention collective. Ce qui va rendre les officiers syndicaux, hors convention collective, point, autre paragraphe, cette loi-là va aussi rendre les officiers syndicaux responsables des grèves qui vont être initiées par les militants Rangel-Fal notamment. Donc, les exécutants syndicaux vont devenir responsables de la discipline dans les usines. Et l'autre particularité de cette loi-là, c'est qu'on va interdire les communistes dans les syndicats. Donc, quand on va devenir officier syndical, on va devoir signer un affidavit disant qu'on ne fait pas partie du Parti communiste. Mais, donc, cette déradicalisation politique-là va venir avec un compromis que le capital va, d'une certaine façon, imposer aux ouvriers. On va chercher à acheter la paix, puis on va commencer à donner des meilleures conditions salariales. Okay? Donc, le point culminant de ce mouvement-là, là, on peut peut-être penser qu'il y a un anachronisme là, avec le reste de mon narratif, là, ce qui s'en vient. Mais donc, c'est le traité de Détroit en 1950. Donc, c'est vrai que ça peut paraître comme étant un anachronisme. C'est pour ça que je parle juste de point culminant. Mais donc, c'est ce qu'on va appeler le traité de Détroit en 1950. Donc, c'est les syndicats qui vont signer une convention collective importante avec GM. Et après ça, Chrysler et Ford vont reprendre le même type de convention collective. Puis ça va s'étendre un peu partout. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce traité de Détroit-là? Ben, c'est des salaires qui vont être relativement, qui vont être acceptables, qui vont être indexés. Le patron va commencer à participer au fonds de pension et aux assurances des employés. Donc, on va d'une certaine façon acheter cette paix sociale-là grâce à des investissements de la part des patrons. Donc, pourquoi est-ce que ça, c'est important? C'est parce que le Fordisme, là, ça va être un compromis qui va être imposé par le capital aux travailleurs. Donc, on va leur donner des bonnes conditions salariales en échange d'une déradicalisation ou d'une dépolitisation jusqu'à un certain point des demandes, surtout pour tout ce qui concerne les droits de gestion d'usine. Okay? Bref, les ouvriers vont devenir d'une certaine façon des consommateurs aux États-Unis, mais on va les affaiblir politiquement. Et une particularité, c'est qu'à partir de ce moment-là, leurs revendications vont commencer à être cadrées, comme on dit en sociologie des mouvements sociaux, là, leurs revendications vont être cadrées en termes de droits et non pas en termes de lutte de classe ou en termes de contrôle des moyens de production, etc. Donc ça, cette idée-là, ça va être à la base du Fordisme. Là, je vais dire deux mots sur le Fordisme comme régime d'accumulation. Donc, on part du principe qu'on a besoin d'un marché pour écouler la production. Ça va être nos ouvriers qui vont acheter cette production-là. Là, je rappelle qu'à cette époque-là, disons de 45 à 65, les exportations ne seront pas si importantes que ça pour l'économie états-unienne. Donc, par exemple, dans ces années-là, on parle des exportations qui prennent environ, ou qui constituent à peu près entre 3 et 5 du PNB. Pour vous donner une idée, actuellement, on est autour de 13 là, depuis les dernières décennies. Donc, l'idée, c'est que les salaires vont avoir deux fonctions. Premièrement, acheter la paix sociale. Deuxièmement, permettre de vendre la production. Et pour ça, il faut s'assurer d'une certaine façon que le marché soit défendu parce que les salaires élevés qu'on donne, ou relativement élevés qu'on donne, ne doivent pas servir à acheter la production étrangère parce que dans ce cas-là, le régime du Fordisme est foutu. Le Fordisme a une autre exigence, c'est la productivité de l'économie. Donc, il faut produire beaucoup par rapport au salaire qu'on verse si on veut avoir des taux de profit acceptables. Puis ça marche. Okay? Donc, productivité de l'économie de façon absolue, mais aussi de manière comparative. Et quels sont les résultats du Fordisme? C'est que de 1945 à 1965, il y a eu 3 années seulement où la moyenne des taux de profit, où les taux de profit là, nationaux ont été en bas de 10 okay? On a eu des années records au-dessus de 16 Pour vous donner une idée, depuis 1970, donc depuis 52 ans, il y a 2 années seulement qui sont retrouvées en haut de 10 et encore à peine. Okay? 1978, 10,03 2006, 10,49 Bon, ça, c'est pour le Fordisme. Quatrième section, le contexte international ou économique international. On va reculer là, encore une fois aux années 30, même en 1929, vous
Vous savez qu'en 1929, il y a le crash. Mais il y a aussi en 1930 l'adoption d'une autre loi, le Smoot Hawley Act. Donc, 1930, qui est une augmentation substantielle des droits de douane aux États-Unis. Ça va avoir un effet important, évidemment, sur les importations, mais aussi sur les exportations, parce qu'en représailles, les autres États vont adopter de telles augmentations des droits de douane. Okay? Et ça, c'est en particulier la Grande-Bretagne qui va assez rapidement, après l'adoption du Smoot Hawley Act, convoquer ce qu'on va appeler la conférence d'Ottawa, qui va mettre en place ce qu'on va appeler le système de préférence impériale, donc un système de préférence pour les économies du Commonwealth. Ça va signifier pour les États-Unis une baisse des exportations de 74 vers le Canada et de 66 vers le Royaume-Uni. Donc, pas longtemps après, l'élection de Roosevelt et surtout la nomination de Cordell Hull vont un peu changer les choses. Okay? Cordell Hull, assez rapidement, va convaincre le Congrès d'adopter en 1934 le Reciprocal Trade Agreement Act, qui va être le fondement juridique en droit états-unien, le fondement juridique de la négociation d'une trentaine d'accords de libre-échange jusqu'au GATT, donc en 1947. L'objectif des États-Unis lors de toutes ces négociations-là, mais aussi pour les négociations dans le cadre du GATT, ça va être cette phrase que je prononce en anglais parce que ça se traduit mal, mais donc c'est not free trade, but freer trade. Okay? On ne veut pas avoir du libre-échange, on veut avoir du commerce plus libre, tout simplement. Donc, plus concrètement, les objectifs vont être de remplacer les barrières non tarifaires et surtout les restrictions quantitatives, donc les quotas, par des barrières tarifaires. Donc, éliminer les quotas pour remplacer ça par des droits de douane. Et après, baisser ces barrières dans la mesure du possible. Plus important, on va chercher à éliminer la discrimination et surtout le système de préférence impériale qui va être vraiment au cœur des préoccupations états-uniennes durant toutes les négociations, notamment les négociations qui ont mené aux accords de Bretton Woods, donc la création du FMI. Donc, on admet à ce moment-là que les États devraient avoir le droit de protéger leur économie par des droits de douane, rien d'autre. La seule chose, c'est qu'on insiste que s'ils ouvrent leur marché, ils doivent l'ouvrir de la même façon à tout le monde. Donc, d'où l'idée du traitement non discriminatoire. D'où l'idée, c'est pour cette raison-là que l'article 1 du GATT, c'est l'article sur le traitement de la nation la plus favorisée. Donc, les États-Unis, sachant que leur industrie était plus performante que celle des autres pays, ils savaient que si un marché est ouvert, c'est eux qui étaient pour le prendre, à moins qu'il y ait une discrimination. Donc, par ailleurs, je vais insister sur le fait que le Congrès insistait, ça c'est le lien peut-être avec un des liens avec le Fordisme, le Congrès insistait sur l'insertion dans ces accords de libre-échange-là d'une clause de sauvegarde. C'est cette clause de sauvegarde-là qui a été directement inspirée par les lois états-uniennes. Je pense que c'est le Trade Act de 1930, qui est devenu l'article 19 du GATT, qui est devenu, après ça, avec une rédaction subséquente, là, qui n'a pas vraiment changé les choses, l'accord sur les sauvegardes qu'on retrouve encore actuellement à l'OMC. L'autre chose, c'est que le Congrès va aussi limiter l'ampleur de la diminution des droits, donc insiste pour que les négociations menées par l'exécutif se fassent ligne par ligne et non pas sur la base d'une coupure là, donc sur l'ensemble des produits. Donc, on dit, vous négociez ligne par ligne, produit par produit, et à chaque produit, vous devez vous assurer que les diminutions des droits de douane ne vont pas affecter l'économie interne. Donc, le résultat, c'est que ces accords-là vont avoir, somme toute, assez peu d'impact sur la diminution des droits. Et on dit qu'à 1939, les droits étaient à peine un peu plus bas qu'après le Smoot Hawley Act, mais pas beaucoup plus. Donc, j'arrive au point 5, le Fordisme et les négociations pour le GATT. Je vous rappelle la thèse, c'est que ces deux éléments contextuels-là, le Fordisme et le contexte international, ont été déterminants pour la négociation du GATT. Les résultats du GATT vont être les suivants. C'est que, premièrement, les droits de douane vont baisser, encore une fois, assez peu. On dit qu'aux États-Unis, certains auteurs disent qu'après le Torquay Round, ça c'est le troisième round de négociation qui s'est terminé en 1951, donc c'est même pas tout de suite après l'adoption du GATT. Donc, après le Torquay Round, il restait encore des droits de 27 de valorem sur les produits qui n'entraient pas en franchise de douane aux États-Unis. D'autres vont dire que c'est plutôt autour de 20 après Genève, mais donc que ce soit 20 ou 27 ça demeure quand même assez élevé.
En plus, il y a des auteurs comme Douglas Irwin qui dit que la baisse est surtout due à l'augmentation de la valeur des produits, certains droits étant spécifiques et non ad valorem, c'est-à-dire que si on a un droit de 5 000 par voiture, bien, si la voiture coûte 5 000 ça signifie un droit de 100 %. Si après 5 ans, la même voiture finit par coûter 10 000 bien, là, le droit ad valorem a chuté. Vous comprenez l'idée? Considérant que les États-Unis ont fait les coupures les plus importantes, ça donne quand même une idée aussi des droits qui étaient encore excessivement élevés chez les autres États. Donc, l'objectif principal des États-Unis, qui était l'élimination du système de préférence impériale, lui aussi a été très loin d'être atteint. Tout ce qu'on est capable d'obtenir, c'est l'engagement, donc notamment de la Grande-Bretagne, de ne pas augmenter les marges de différence entre le taux préférentiel et le taux de la nation la plus favorisée. Dans le GATT, on voit aussi plusieurs protections. La clause de sauvegarde, dont j'ai parlé tantôt, qui va être reproduite. Les protections contre des pratiques de unfair trade, par exemple contre les subventions, contre le dumping. Certains auteurs vont dire que ces protections vont avoir comme effet d'enlever tout contenu aux règles visant la libéralisation. Ces règles-là, d'ailleurs, sont encore utilisées à des fins protectionnistes encore aujourd'hui. On va assister aussi à l'élimination des quotas, mais avec suffisamment d'exceptions pour faire en sorte que même des États qui voulaient garder les quotas finissent par se dire qu'il y a tellement d'exceptions qu'on peut adhérer à l'accord parce qu'on va pouvoir se prévaloir des exceptions pour continuer à imposer des restrictions quantitatives. Et je terminerai en disant que il y a aussi le waiver, que les dérogations là, que les parties contractantes peuvent donner une partie contractante au singulier, qui a été utilisé près de 50 fois entre 1948 et 1967, dont une en 1955, fameuse. Donc, une dérogation qui est accordée aux États-Unis pour le secteur agricole, qui a été reprise implicitement par les autres. Donc, ça, c'est en plus, évidemment, des différentes clauses grand-père, et de procédures de règlement des différends qui finissent par donner un droit de veto aux parties contractantes même, qui sont parties aux différends. Donc, le résultat de tout ça, c'est qu'on a le GATT, qui est un accord qui laisse énormément de latitude aux États pour protéger leur économie. Il faut se souvenir que bon nombre des exceptions qu'on retrouve dans le GATT n'ont pas été intégrées contre l'avis, mais plutôt suite au désir des États-Unis de les intégrer. J'arrive donc au point 6, les suites, et pourquoi cette histoire-là est-elle importante? C'est que, à partir de 1966, les taux de profit vont se mettre à chuter. Ça va avoir un impact sur les institutions économiques internationales. Ça va mener, disons, entre 71 et 73, vous connaissez l'histoire, à la fin du système monétaire de Bretton Woods. Ça va mener à la fin de ce que Robert Udek appelait la jurisprudence des diplomates. Ça va mener aussi à la montée du protectionnisme, les accords de restriction volontaire des exportations, les pratiques protectionnistes qui visaient tout particulièrement le Japon, etc. Ce protectionnisme n'a pas réussi à freiner la chute des taux de profit. Et il va falloir attendre l'arrivée du néolibéralisme, y compris ici comme étant un régime d'accumulation, pour briser cette tendance. Donc, je rappelle certaines caractéristiques du néolibéralisme comme régime d'accumulation, c'est que les exportations vont prendre de plus en plus d'importance dans la vente de la production. Et le résultat pour les travailleurs, ça va être premièrement qu'ils vont perdre leur importance, leur statut de consommateur. Deuxièmement, à cause de l'internationalisation des marchés, ils vont devenir des coûts de production. Donc, alors que sous le Fordisme, ils étaient perçus comme des consommateurs, ils vont perdre ça, ils vont devenir des coûts de production. Donc, le résultat, c'est que pour être compétitifs, les capitalistes états-uniens vont devoir s'attaquer à leur salaire. C'est ce que Reagan va faire dès son arrivée au pouvoir en attaquant les syndicats, ce qui va entraîner les chutes de salaire, etc. Donc, une hypothèse, moi, que je cherche à vérifier actuellement, c'est que cette attaque contre les syndicats et les travailleurs a été grandement facilitée par la déradicalisation qui a commencé, comme je vous l'ai montré, dans les années 40, voire même à partir peut-être de 1938. Donc, l'hypothèse, c'est que si les syndicats ne s'étaient pas laissés acheter en guillemets, par l'augmentation temporaire du pouvoir d'achat, s'ils avaient continué à revendiquer le contrôle sur les lieux de production, puis avaient continué à radicaliser progressivement leurs revendications, la situation aurait peut-être été différente.
Donc, l'attaque dont ils ont été victimes au début du néolibéralisme aurait peut-être été plus en mesure de se défendre. Ça me mène donc à ma conclusion, qui est qu'on peut, on peut pas prendre, comme je l'ai dit, l'époque à laquelle référait Ruby comme modèle, pour deux raisons que je vous rappelle. La première, c'est que l'une des conditions qui était la productivité de l'économie états-unienne n'est plus présente. Ça, c'est assez bien documenté, c'est une caractéristique de notre époque, c'est la faible augmentation de la productivité dans les pays occidentaux et en particulier aux États-Unis. Deuxièmement, c'est qu'une autre de ces conditions-là, c'est que le compromis capital-travail qui est au cœur du Fordisme n'est pas souhaitable parce qu'il servait, ce compromis, à acheter temporairement la paix sociale et à régler les problèmes particuliers du capitalisme états-unien. Il a mené à la déradicalisation du syndicalisme. Il a mené à l'attaque du néolibéralisme contre les travailleurs au début des années 1980. Donc, si on cherche des pistes pour enchasser le capitalisme, à mon avis, c'est ailleurs qu'il faut chercher. On pourra parler de ça dans la période de questions ou dans une autre conférence, là, mais si je m'embarque là-dessus, je pourrais parler durant un autre 30 minutes. Merci. Merci, Rémi. On va prendre les questions après la présentation de Mathieu. Donc, Mathieu, je te laisse la parole. OK, parfait. Moi, mon premier réflexe, c'est super intéressant comme dernier point, Rémi, part pour une autre demi-heure, mais c'est correct, je vais parler un peu, puis on te relancera tantôt. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être parmi vous, même si virtuellement. Donc, moi, je vais prendre un angle un peu plus économique à ça. Je vais partager mon écran en 2 secondes. J'ai une petite présentation. Voilà. Bon, vous me direz si c'est bien visible. Ça va? Bon, je vais supposer que oui. Et donc, on discutait avec les collègues qui ont discuté par courriel avec les collègues dans les derniers jours qui ont organisé ce séminaire et puis qui disaient, ouais, bon, ben, finalement, c'est la fin de session, tout ça, on n'aura pas des milliers de personnes. Fait que moi, je me suis dit, en regardant ça, j'ai recadré ma présentation, puis j'ai changé mes affaires hier, puis je vais vous la jouer un petit peu différemment que je pensais faire. Fait que je pensais vous faire un bel exposé pendant une demi-heure, puis vous expliquer exactement tout comment la vie marche. Mais à la place, je vais laisser beaucoup de questions ouvertes et puis pour laisser place à la discussion, tant qu'à pas être tant que ça, autant je vais faire un peu plus format séminaire, discussion et tout ça. Puis ça va animer un peu, moi, ma réflexion par rapport à tout ça. Donc, le plan de la présentation, je vais quand même vous présenter c'est quoi ma question de recherche, ce sur quoi je travaille dans le cadre du réencastrement, si on veut, là, du commerce. Puis, où est-ce que moi, ça m'amène? Puis ensuite, exactement, je vais vous dérouler un peu mon raisonnement, puis les quelques points à la fin de discussion. Fait que je vais essayer d'orienter peut-être la conversation rendue là. Vous voyez, le deuxième point, j'ai écrit résumé de l'épisode précédent parce qu'en fait, c'est une réflexion que j'ai entamée il y a plusieurs mois déjà, puis j'en avais déjà présenté une première partie au CIM il y a 1 an à peu près, je pense, ou en hiver 2021, de mémoire. Fait que, puis là, je suis rendu à une deuxième étape par rapport au même truc de réflexion, mais je vais quand même vous rappeler que je ne vais pas refaire la même présentation, mais je vais vous rappeler quand même 3-4 détails de la première présentation, puis ce sur quoi je bâtis pour amener à la deuxième étape. Et ensuite, on va se parler de mon point principal à moi, qui est comment est-ce qu'on ferait bien pour réencastrer le commerce international, si on veut, ou bien non, l'économie internationale, de manière à amener un processus de transition écologique. Moi, c'est ma question principale. Voilà, donc ça se décline en 2 questions ici. D'abord, la première, c'est est-ce qu'on a besoin de réencastrer quoi que ce soit, jusqu'à un certain point? Est-ce qu'une libéralisation du commerce international puis des flux de capitaux, est-ce que ça ne nous donne pas déjà ça? Auquel cas, ben c'est parfait, hein? On peut s'attaquer à d'autres choses. Mais si ce n'est pas le cas, puis bon, vous comprendrez que moi, je réponds que ce n'est pas vraiment le cas parce que sinon, justement, je ne serais plus en train de faire ce projet-là. Je suis en train de faire pousser des carottes. Donc, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut envisager une politique commerciale
donc plus active, si on veut, plus volontariste, qui, elle, pourrait y contribuer à cette même transition écologique-là. Donc, le point central, ça demeure comment est-ce qu'on arrive à faire une transition écologique jusqu'à un certain point, mais est-ce que le bout de l'interface internationale là-dedans, comment ça y contribue, comment on le comprend? Alors, si je reviens à l'épisode précédent, sur la première question, c'est-à-dire le rôle du libéralisme, ça semble difficilement envisageable, en fait, qu'une économie internationale libéralisée puisse nous permettre ça. Bon, tu as quelques points en vrac, là, mais des choses que Rémi a déjà mentionnées, fait que c'est parfait, je vais faire du pouce sur une partie de sa présentation. Mais un premier point fondamental, évidemment, c'est que le système capitaliste, par nature, il est expansif. Tu sais, on a une planification qui est faite sur la base d'un impératif de profitabilité qui est cadré par la concurrence. On a une logique de valorisation qui admet des contraintes financières, des contraintes de production, mais pas des contraintes environnementales. En gros, on a un système qui fait tout ce qui... des acteurs dans le système qui font tout ce qu'ils peuvent faire le plus, puis qui est rentable, finalement. Donc, la contrainte, c'est une contrainte de rentabilité, ce n'est pas une contrainte sociale et environnementale. Puis, cela dit, ce n'est pas nécessairement une critique en soi, dans le sens que le système-là, ça en fait quelque chose de relativement dynamique et productif dans un certain sens. Mais d'un autre côté, sur les questions sociales et les questions environnementales, c'est pas très aidant de se fier juste à cette logique inhérente-là. En fait, ça marche pas du tout. Ensuite, il y a toute la question de la fluidité du capital, le fait que le capital soit capable de faire quelque chose pendant un bout de temps, se revenir sous une forme financière, puis après ça, aller faire d'autres choses, mais ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'incitatif particulier à la pérennisation d'un secteur ou d'une exploitation en particulier. On peut imaginer une compagnie forestière qui coupe une forêt, finit la job là, puis va à la forêt suivante. Là. Puis à un moment donné, plus tard, quand tous les actionnaires seront morts, il n'y aura plus de forêt, mais ça ne sera pas très grave. Peut-être que rendu là, on sera revenu en finance, puis on sera rendu à faire des souliers. Fait qu'il n'y a pas d'incitatif de conservation en lui-même. Puis ensuite, évidemment, si on est sur un incitatif de profitabilité, ben, il y a un réflexe fondamental d'externalisation généralisée des coûts. Donc, le plus tu peux pitcher tes coûts sur quelqu'un d'autre, le mieux tu te portes. Deuxième partie de cet argumentaire-là, c'est de dire que l'allocation privée des ressources est peu en adéquation avec des objectifs environnementaux, comme je viens de dire. Et le point central ici, c'est que le système de prix reflète absolument pas les réalités biophysiques sous-jacentes. S'il fallait qu'on se fie, donc on alloue les choses en fonction des prix, en fonction encore une fois de ce qui est rentable et tout ça. S'il fallait qu'on se fie au prix pour essayer d'allouer les ressources sur des questions environnementales, ben, il faudrait que ces prix-là reflètent la réalité environnementale sous-jacente. Puis à ce moment-là, on pourrait se dire, ben, à mesure que quelque chose devient de plus en plus rare, par exemple, ou de plus en plus difficile à aller chercher, bon, ben, le prix monte, puis ben, on ne va pas là. On va vers des sources qui, elles, sont plus abondantes, sont moins raides et tout ça. L'affaire, c'est que les systèmes de prix ne font pas ça du tout. La dernière fois, je vous avais juste lancé ça. En tout cas, pour celles et ceux qui étaient là, j'avais juste lancé ça, puis j'étais passé vite parce que, bon, moi, comme économiste, c'est ça que je fais de mes temps libres. Ça m'apparaissait allant de soi, mais ayant eu quelques questions depuis sur la question, ben, je vous ai mis un exemple aujourd'hui. Donc, avec un collègue qui est à l'Université McGill et qui travaille sur l'économie biophysique, justement, Charles Guillet-Boutet, ben, et puis qui a fait un travail de ramassage de données extraordinaire, eh bien, on est en train de faire un travail sur les sables bitumineux albertains pour voir est-ce qu'il y a un lien entre les prix du pétrole, si on veut, et les réalités biophysiques sous-jacentes de ce secteur-là. Puis, pardon. Et puis là, donc, ça demeure la même chose. Est-ce que les prix de marché permettent de guider l'allocation des ressources en fonction de leur réalité biophysique? Puis après ça, question subsidiaire, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a moyen d'adapter ces prix-là avec une taxe ou quelque chose de même? Voilà. Puis évidemment, c'est pertinent dans le sens que dans la mesure où plus on libéralise, plus on a le système de prix qui guide à peu près toute l'allocation des ressources, beaucoup plus que quand on a une politique volontariste qui oriente avec taxes, quotas et autres choses. Donc, comme je vous dis, on va regarder ça vite. On va comparer les prix du pétrole
avec la dite réalité biophysique des sables bitumineux en Alberta sur une vingtaine d'années. Donc, moi, les prix, tu sais, prix, profit, coût, c'est les 3 variables financières que je vais vous montrer. Et la mesure biophysique que nous, on a choisie, c'est un truc qui s'appelle l'EROI. En fait, je le prononce en français, mais c'est un truc en anglais, là. Energy Return on Energy Invested. Grosso modo, c'est combien d'énergie tu retires en fonction des joules que tu as investis. Tu sais, si tu investis 10 joules dans la production de quelque chose, tu en retires 100 joules, mais à ce moment-là, tu as un ratio de 10, tout simplement. Puis évidemment, si tu es en Arabie Saoudite, ben, tu investis 1 joule, puis tu as comme 100 joules qui te ressortent de là parce que le pétrole n'est pas dur à aller chercher, il n'y a pas beaucoup de coûts et tout ça. Si tu es dans un sable bitumineux, c'est beaucoup moins intéressant, on le comprendra. Si tu es en train d'essayer de faire pousser de l'énergie à coup de canne à sucre puis de maïs, c'est encore moins intéressant d'un point de vue de réalité biophysique. Voilà. Puis, le taux de profit que j'utilise dans ce cas-ci, c'est simplement, ce n'est pas un taux de rendement sur le capital, c'est un taux de revient sur le baril, c'est-à-dire le prix du baril versus le coût du baril-là, pour qu'il y ait une adéquation avec ma mesure biophysique. OK. Donc, l'hypothèse, ce que la plupart des économistes biophysiques nous disent, parce que la plupart, en fait, c'est des libéraux sur le plan sur le plan de commerce et d'organisation économique, en fait, ils nous disent, normalement, plus une énergie devient difficile, coûteuse à extraire, plus le coût devrait être élevé, puis moins le profit devrait être bon, tu sais, puis le prix devrait monter aussi, parce que le coût va se refléter dans le prix, puis le profit va être moins bon, fait qu'on va abandonner cette source-là, puis on va aller vers des sources qui sont plus intéressantes. Donc, à mesure qu'on est obligé de se fier sur les sables bitumineux, mais ça devient de moins en moins intéressant de le faire, puis de plus en plus possible d'aller vers l'éolien ou le solaire ou tout ça, parce que le solaire et l'éolien, à mesure qu'on fait de la R&D, là, les coûts baissent, le rendement augmente, fait que la transition, effectivement, pourrait se faire un peu toute seule. Les sources fossiles qu'on ne veut pas disparaissent d'elles-mêmes, et puis finalement, les nouvelles sources, elles, deviennent de plus en plus intéressantes. Voilà. Donc, comme je dis à la fin ici, les marchés pourraient nous orienter un peu d'eux-mêmes vers les énergies renouvelables. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en pratique? Vous l'avez à travers différents graphiques. Là, je vous le montre ici par rapport au prix. Donc, sur la gauche, vous avez l'échelle pour les rois. Et puis, en passant, j'ai pris Syncrude. Là, c'est pour celles et ceux qui veulent savoir, on pourra se parler de pétrole tantôt. Mais grosso modo, au Canada, les sables bitumineux, ça produit du bitume, mais du bitume, c'est à peu près solide. C'est pas super intéressant comme truc à envoyer ailleurs. Fait qu'on produit à travers ça un peu comme du pétrole un peu conventionnel, mais synthétique. Fait que synthetic crude, Syncrude. C'est ça que j'utilise ici. Bref, on a les rois sur la gauche, le prix sur la droite. Fait que ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas un lien tout à fait direct, mais les deux semblent un peu reliés pareil. Mais vous voyez que à mesure que les rois s'améliorent, c'est-à-dire à mesure que la source devient plus intéressante, le prix monte. C'est-à-dire, c'est donc le contraire. On a une source qui devient plus intéressante d'un point de vue des réalités biophysiques et pourtant, le prix monte. On a exactement le contraire de l'hypothèse de tantôt. Si on regarde le profit, en fait, le profit est relativement stable, c'est la ligne rouge. On a encore notre ROI qui monte un peu. Il n'y a pas de lien, en fait, vraiment entre le profit puis les ROI. Les coûts, même chose, en fait, c'est qu'on a notre ROI qui monte, c'est la ligne plus foncée. Et la ligne plus pâle, ce sont les coûts. Puis là encore, on a une corrélation positive, c'est-à-dire qu'on a une réalité biophysique qui s'améliore et néanmoins des coûts financiers qui montent. Alors qu'on devrait observer le contraire selon cette hypothèse de substitution-là, c'est-à-dire qu'à mesure que la réalité biophysique s'améliore, on devrait avoir des coûts qui baissent parce que c'est une source plus intéressante. Et à l'inverse, si les réalités biophysiques se détérioraient, on devrait avoir des coûts qui montent puis qui nous orientent vers ailleurs. On voit que finalement, on a le contraire. Je vous ai mis une petite coefficient de corrélation ici. En passant les graphiques, je note il y avait préliminaire décrit à côté de chacun des graphiques. C'est très, très préliminaire, ce n'est pas nos données finales. Les graphiques vont encore bouger. Là, on est en plein milieu de ce projet-là. Notamment, moi, je suis en train d'essayer de voir quelle analyse économétrique je vais faire avec ça. Probablement que je vais être obligé de faire la série chrono parce qu'on n'a pas beaucoup de points de données à 20 points de données. Mais tout ça pour dire que pour l'instant, je vous ai mis un petit coefficient de corrélation bien simple.
Puis, comme je vous disais tantôt, aucun lien avec le profit. Coefficient de corrélation, on se rappelle, à 1, c'est corrélation positive parfaite, moins 1, corrélation négative parfaite, puis 0, il n'y en a pas finalement. Fait que vous voyez donc, profit et ROI, il n'y a pas de corrélation. Coût et prix, il y a l'air d'en avoir une, mais dans le mauvais sens. Fait que, ou bien on n'a pas de relation significative entre les deux, ou bien c'est juste pas relié, puis c'est un hasard parce que je n'ai pas une grosse série de données, puis ça donne que le prix et les ROI ont bougé à peu près en même temps dans cette période-ci, mais dans une autre période, ça aurait pu être autre chose. Puis d'ailleurs, notre analyse sur le bitume, parce qu'on le fait aussi sur le bitume, ça tend à nous montrer ça. Là, on a une relation qui va dans l'autre sens, puis pas beaucoup plus de liens. Donc voilà, à la première question, est-ce que les prix nous guident pour un truc comme les sables bitumineux, qui est quand même un aspect important de notre industrie, puis on est sans doute notre contributeur central au carbone au Canada? La réponse, c'est pas tant. Est-ce qu'on pourrait ajuster ces prix-là pour tenir compte des externalités puis de différentes choses? Bien là, je vous montre un autre graphique qui compare les prix puis les coûts. Puis l'argumentaire, généralement, d'ajustement des prix, c'est de dire, ben, la compagnie va baser ses prix sur ses coûts à elle. Elle va se mettre un markup ou quelque chose. Tu sais. Le problème, c'est qu'il y a des coûts environnementaux, il y a des coûts sociaux. Alors, le gouvernement pourrait arriver par à côté et dire, ben moi, je te mets une coche de plus sur tes coûts pour monter le prix, pour que ces prix-là tiennent en compte ces externalités sociales et environnementales. Le problème, c'est que pour que ça marche, cette affaire-là, il faudrait bien que les prix représentent les coûts précis, tu sais, puis en plus qu'on ait une bonne évaluation des externalités, etc., etc. Dans ce graphique-ci, qui est tout aussi préliminaire que les autres, hein, je continue à le préciser, bien, ce que je vous montre, c'est que d'abord, on a des prix qui sont relativement proches des coûts, qui sont sur la même échelle cette fois-là, dans les années 90. Et puis, dans les années 2000, le prix monte de manière beaucoup plus rapide que les coûts, fait qu'on a une grande différenciation, plus de variations. Puis après ça, vers la fin, la fin de notre échantillon en 2005, ça rebaisse. Puis c'est resté bas pendant 3-4 ans jusqu'à l'histoire récente où là, les prix viennent de s'envoler. Le point, c'est que le prix du pétrole est basé un peu sur les coûts, mais beaucoup sur bien d'autres affaires, comme par exemple les guerres en Europe de l'Est. La guerre en Europe de l'Est, puis ce que le PEP veut faire ou je ne sais pas trop quoi. Donc, le point, c'est qu'on n'a pas une relation stable. On n'est pas capable de simplement mettre une taxe pour qu'ensuite ce prix-là commence à devenir parlant pour quoi que ce soit. Voilà. Donc, pour finir, je vais revenir en fait à ce que je disais avant, parce que c'était comme une démonstration de mon affaire. Le système de prix ne reflète pas les réalités biophysiques sous-jacentes et le prix ne prend pas en compte la réalité absolue, puis ce prix-là n'est pas adaptable facilement pour qu'il le fasse. OK, je termine mon résumé rapide. Je reviens au résumé plutôt. On a évidemment un système international qui a des chaînes de valeur segmentées, planétaires, planifiées par des multinationales, mais sur des critères financiers, encore une fois, pas des critères environnementaux, pas des critères sociaux. Surtout, on a une concurrence sur la base de coûts unitaires. Donc, on est plus dans une logique d'avantage absolu que dans une logique d'avantage comparatif dans cette affaire-là. C'est donc qu'on a une allocation globale de la production sur une logique financière, puis à travers ça, on se retrouve avec une concentration de capital dans différents nœuds, puis évidemment, bien, ça nous donne des chaînes de production qui n'arrêtent pas de s'allonger et non pas les circuits courts dont plusieurs nous parlent. Puis une mise en concurrence des régions et des habitants, finalement. Est-ce qu'on pourrait imaginer une circularité à l'échelle de la planète? On produit à une place, on consomme à une autre place, puis on recycle à une troisième place. La logique de spécialisation fait que le recyclage et les déchets, oui, ils vont dans les endroits, on se spécialise par rapport à ça, mais pas en fonction de où est-ce qu'on peut le mieux les recycler, en fonction de où est-ce que ça coûte le moins cher à recycler. Puis ça coûte le moins cher à recycler où est-ce qu'il n'y a pas de normes, puis où est-ce que c'est un peu difficile. On l'a vu avec tout le brouhaha qui a été fait ces derniers mois par rapport au recyclage à Montréal. C'est pas toujours joyeux où est-ce que nos affaires se ramassent. Et surtout, on est loin d'un système circulaire. Finalement, si on fait des recherches, si on oublie un peu tous mes trucs sous-jacents, mes trucs derrière, là, puis on fait des recherches directement sur des indices de libéralisation, puis l'impact environnemental, ce qu'on voit, c'est que la libéralisation du commerce augmente l'impact environnemental et non pas le contraire. Petite question qui m'avait été posée la dernière fois aussi. Les clauses environnementales dans les accords, d'abord, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que les accords qu'on signe ont de plus en plus de clauses environnementales. Est-ce que ça aide pas? Est-ce qu'on ne peut pas se servir de ces accords de libéralisation-là d'un côté, mais qui ont quand même des clauses environnementales pour améliorer un peu les choses? Bien, en fait, il y a 4 types de clauses dans les accords commerciaux et environnementaux. Fait que vous les avez ici. Puis,
La plupart des accords en ont un sous-ensemble. Ce n'est pas tous les accords qui ont toutes les 4, là, mais il y a comme. Bon. La première type de clause, c'est que souvent on dit dans l'accord, on va maintenir les standards environnementaux, puis on n'a pas le droit de baisser nos standards pour améliorer notre position commerciale, notre position concurrentielle. OK, mais en pratique, ce que les gens observent, c'est que c'est très difficile de montrer qu'une baisse de standards donnée, mettons du type de ce que le gouvernement a fait pour les particules par million de nickel, je pense, ou de cuivre, récemment, que ça a pour but de donner un avantage. C'est très, très difficile de faire cette démonstration-là, puis dans les faits, on n'y arrive pas tant. Fait que oui, c'est dans l'accord, mais bon. Mais de toute façon, au mieux, cette affaire-là, ça dit qu'on maintient les standards, pas qu'on les monte. Deuxième affaire, on a dans l'article 20 du GATT, par exemple, qui est repris dans la plupart des accords, on a toujours la possibilité de limiter les échanges sur une base environnementale en autant que la mesure soit non discriminatoire. Mais là, le problème, c'est que la plupart des mesures vont s'adresser à un produit en particulier, dire on va essayer de limiter les trucs par rapport à ce produit-là parce que ce produit-là pollue, il est dangereux pour l'environnement, tout ça. Mais c'est bien difficile si tu t'attaques à un produit de montrer que tu n'es pas discriminatoire en pratique. C'est possible, je suppose, mais en pratique, il y a comme du regulatory chill, là, du refroidissement régulatoire, comme on dit souvent. C'est-à-dire qu'il y avait des pays qui disent je ne m'embarquerai pas là-dedans. Parce qu'au final, on va me faire poursuivre par les compagnies qui sont bonnes là-dedans, qui ne sont pas les miennes d'ailleurs, pour me faire dire c'est parce que tu essaies d'empêcher de me faire rentrer parce que moi, je produis ça, etc. En pratique, ce n'est pas très utilisé. Collaboration réglementaire entre les États signataires, ça, en fait, ça marche surprenant. Je vais dire surprenant, ce n'est pas surprenant, mais ça ne marche pas si mal. On peut effectivement avoir une collaboration puis une coordination qui s'installe, mais la question à ce moment-là, ça devient mais pourquoi on a besoin d'un accord commercial pour faire ça? On pourrait juste se parler puis se faire un accord environnemental, puis ça devrait pareil. Ça, c'est moi qui parle, mais en tout cas, ce troisième point-là, il y a peut-être quelque chose un peu. Et le dernier truc, réduction ciblée des barrières sur les biens et services environnementaux, ça, c'est bien, bien populaire. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande il y a une couple d'années avant que la pandémie nous tombe sur la tête, là. Et là-bas, il était vraiment content de nous dire qu'il avait signé des accords avec d'autres pays qui faisaient ça. Mais bien évidemment, ça ne sert à rien si tu enlèves toutes les barrières sur les autres produits aussi. ça marche rien que si tu maintiens des barrières élevées pour un peu tout, puis tu baisses pour ces produits-là, là, tu as un bien en faveur de ces produits-là. Mais si tu baisses pour tout en même temps, l'avantage disparaît. Voilà. Donc, en bref, la libéralisation des flux commerciaux financiers, ça ne semble pas être favorable à la transition écologique. Les clauses environnementales dans les accords commerciaux ne sont pas suffisantes pour compenser. Voilà. Donc, quelle politique commerciale on s'installe à partir de là? Et là, c'est le bout que j'ai vraiment tourné en fonction d'une série de questions. Puis que je soumets à la foule. Là, fait que je vais vous les dériver ensemble. Puis il y a des bouts là-dedans où est-ce que moi, personnellement, je n'ai pas de réponse. Il y en a où est-ce que j'ai un avis, puis je vais essayer de le réserver, puis quand on en discutera tantôt, je pourrais vous le dire. Puis il y en a d'autres où est-ce que ça me pose un lapin jusqu'à un certain point. Fait que, s'il y en a un ou une d'entre vous qui pouvait me donner la réponse, ce serait merveilleux. Je vous citerai dans le chapitre que je vais faire, dans l'article que je vais faire pour le projet qu'Éric a mentionné tantôt. Mais donc, il y a quand même certains principes pour moi. Puis, Rémi, je trouvais ça super intéressant tantôt quand il parlait des conditions de possibilité d'un enchâssement des questions commerciales. Moi, je trouve ça fondamental parce qu'il faut qu'il y ait faut que la politique commerciale, en fait, elle soit subordonnée à un projet de transition écologique. Il faut qu'il y ait réencastrement. Après, on se demande pourquoi, pas pourquoi, mais je veux dire comment. Ça c'est la grosse question, évidemment. Mais il faut qu'il y ait réencastrement. Puis réencastrement à l'intérieur d'une politique industrielle qui, elle, est tournée vers un projet de transition plutôt qu'une simple libéralisation sous contrainte sociale et environnementale. On se prend des objectifs sociaux, des objectifs environnementaux, puis on utilise les autres trucs comme des outils au lieu du contraire. Multilatéralisme, oui, certes, mais là, et ça nous ramène un peu à ce que Rémi disait tantôt, dans un certain sens, oui, mais la politique industrielle, elle va être nationale. Fait que multilatéralisme, oui, mais pour moi, il faut surtout prévoir une interface domestique par rapport à cette politique industrielle-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est moins de se projeter ailleurs, disons, en essayant de pousser pour que nos compagnies aient les mêmes conditions que tout le monde, et puis ça avec un barème, mais plutôt de servir de cette interface-là pour laisser entrer les flux commerciaux quand ça a de l'allure, puis pas tellement quand ça a moins de l'allure. Fait que là, je vous parle des bananes, on va revenir aux bananes dans 2 diapos.
Mais évidemment, ça a assez peu d'intérêt de produire des bananes au Québec si on veut des bananes, là. Fait que ça, oui, on laisse entrer. Pour les tomates qui feraient 3 fois le tour du monde, ça, c'est peut-être moins intéressant. Donc, deuxième série de principes, on voit comme un double rôle pour cette politique commerciale-là. C'est-à-dire, d'une part, la création d'un contexte favorable à l'émergence de bonnes pratiques d'un point de vue environnemental, et d'autre part, la protection de ces bonnes pratiques domestiques-là. Fait qu'on les laisse émerger et on les protège. Fait que l'idée, c'est la mise en place d'une interface qui reflète la dite définition des bonnes pratiques. Donc, par exemple, on établit des prix relatifs en fonction des valeurs déterminées à l'interne. Puis ces valeurs-là peuvent refléter différents calculs écosystémiques, multidimensionnels. Donc, on n'est plus juste dans une logique financière, mais on est dans une logique de protection d'écosystèmes. On se préoccupe du carbone, on se préoccupe de l'eau, on se préoccupe de différentes choses. Puis, des fois, on ne sera pas capable de mettre des prix à tout ça, là. Moi, je vous ai donné tantôt si on veut, je suis assez dubitatif, moi, sur la capacité des prix de nous donner ce genre d'affaires-là. Fait qu'on mettra des cibles quantitatives. Je n'ai aucun problème à revenir à des quotas, moi, personnellement. Là. Je mettrai dans des cibles quantitatives quand on ne pourra pas mettre des prix. Puis, souvent, on pourra mettre des prix. Un exemple classique, c'est que le carbone, là, on s'en fiche du prix du carbone. C'est la quantité du carbone dans l'air qui compte. Donc, la cible est purement quantitative. Après, si on a une cible quantitative, ensuite, on essaie de trouver un prix qui nous amène à cette cible quantitative-là, mais on pourrait juste se donner la cible quantitative à la place et se contraindre par rapport à ça, puis laisser les prix varier en fonction de ce qui varieront bien. On est plus donc dans une, si on veut vraiment, si on insiste pour avoir un marché, on est plus dans une logique de marché du carbone que de taxe sur le carbone, dans ce cas. Puis évidemment, tout ça, c'est concevable, c'est relativement simple quand on parle d'un même produit, des tomates qui se font ici ou ailleurs, par exemple. Mais pour les choses qu'on ne peut pas faire, ça devient assez complexe. Fait que si on revient aux bananes, par exemple, parlant de choses qu'on ne peut pas faire, là, si on veut des bananes, ça n'a probablement pas de sens de ne pas les importer. Mais est-ce qu'on veut des bananes? Pour l'instant, on laisse les gens décider sur la base des prix de marché, puis tu te pointes à l'épicerie, puis si tu veux des bananes compte tenu du prix qu'on te charge pour les avoir amenées, tu achètes des bananes, sinon tu n'en achètes pas, puis on va arrêter d'en importer si les gens n'achètent pas. Bon. Mais évidemment, tout ça, c'est encore une fois établi sur des bases financières qui ont assez peu à voir avec les réalités biophysiques et tout ça, comme on mentionnait tantôt. On pourrait utiliser une évaluation multicritère, là, comme je disais tantôt, les calculs écosystémiques, tout ça, basés sur les flux physiques, les ressources qui sont contenues, si on veut, dans chacun des produits, là, les ressources qui sont nécessaires pour produire des bananes et tout ça, les émissions industrielles, bon. OK. Mais à ce moment-là, si on a une évaluation multicritère, on est quand même probablement capable de définir une banane selon un vecteur de plein de différentes caractéristiques. C'est super. Mais comment est-ce qu'on met en adéquation une banane puis une tomate? Ce n'est pas très, très facile. Ça nous pose la question de l'étalon commun. Puis, ce qui est intéressant ici, c'est que, mettons qu'on se met des bornes environnementales à l'interne, qu'on se dit, on essaye de se contenir un peu sur l'eau, sur le carbone, sur un paquet d'affaires. Si on a juste un étalon, puis pour l'instant, on est obsédé par le carbone, ce n'est pas très difficile. Là, ça se fait. On compare carbone pour carbone dans une place ou dans une autre. Fait qu'on peut se mettre une sorte de budget carbone, disons, pour le Québec ou pour le Canada. Puis ensuite, on commerce de manière à ne pas dépasser ce budget-là. Puis mettons qu'on se le met sur les consommateurs, un budget de consommation, pas un budget de production, parce que pour l'instant, on se met des budgets de production, puis ensuite, on envoie la production, les émissions, on les envoie dans d'autres pays, puis on les rachète. Là, c'est bon. C'est un peu douteux comme manière. Mais mettons qu'on se met un budget de consommation. On dit on se responsabilise, puis comme être humain, on va consommer tant de tonnes de carbone, parfait. Là, on commerce, puis on se dit, toutes les fois qu'on importe du carbone à l'intérieur des produits, il faudra avoir exporté la même quantité de carbone pour que le budget soit à peu près nul. Puis comme ça, on ne peut pas exporter les émissions. Fait qu'on se met des quotas de carbone. Puis chaque personne qui voudrait importer des bananes, par exemple, une épicerie qui voudrait importer des bananes, il faudrait qu'elle achète son quota carbone pour avoir le droit d'acheter des bananes en fonction de la quantité de carbone contenue dans les bananes. En fait, ça, là, conceptuellement, ça se vit assez bien si on a une dimension. Puis là, ça, c'est une question ouverte pour tout le monde, là, mais si on a un budget sur plusieurs plans, là, si on essaye de se contrôler à quelque part un peu sur l'eau, sur le carbone, sur bien d'autres affaires, ça va être quantitatif. C'est concevable en économie fermée. On peut s'entendre entre nous autres sur de se mettre des barèmes à gauche, à droite, là.
On se donne un budget macro, puis après ça, on laisse des interactions micro donner un sens à cette affaire-là. Je pourrais en parler plus si ça intéresse les gens, mais tu sais, il y a moyen de planifier ça à l'interne. Puis on peut même collectivement décider de l'allocation de certaines ressources productives pour que ça marche bien, mais à l'externe, là, en économie ouverte, comment on établit des ratios d'échange? Comment on profite du fait que ça se peut très bien que nos tomates, là, on est capable de faire pousser des tomates au Québec, mais ça se peut très bien que le Maine les fasse pousser en utilisant beaucoup moins de ressources en termes de carbone, en termes d'eau, puis que ça vaille quand même la peine d'un point de vue environnemental d'amener nos tomates de là. Comment est-ce qu'on module ça? Pour moi, ça, c'est pas évident du tout. Hein. Ça fait des mois que j'y pense, puis j'arrive à différentes réponses, mais il n'y en a aucune qui me satisfait. Fait que voici différentes options, puis je vais me taire une fois que je vais vous avoir en nier ça. L'option A, c'est on s'en fiche à l'extérieur. Tant pis s'ils épuisent leurs ressources, on s'en fiche. Nous, on se met des bornes à l'interne sur notre production. Puis après ça, on continue de faire du commerce un peu comme on en faisait de toute manière. C'est-à-dire que nous, on ne produit pas plus que nos bornes. Puis après ça, si les autres veulent nous acheter nos affaires, tant mieux. Puis s'ils veulent nous vendre leurs trucs, tant mieux aussi. On commerce sur cette base. Ça, c'est une manière de procéder. C'est peut-être pas la plus intéressante, mais en tout cas. Option B, on se donne un budget de consommation. Donc, comme mon exemple de carbone tantôt, fait qu'on pourrait substituer de la production internationale pour de la production nationale en restant dans les bornes les fois que c'est intéressant. Mais évidemment, on rencontre le problème des ratios d'échange une fois qu'on a plus qu'une dimension. Comment on fait un arbitrage entre du carbone et de l'eau, par exemple, si on a deux à jauger. Puis on peut avoir une troisième option parce qu'on se dit, A puis B, c'est un peu trop compliqué. Là. Fait qu'on n'a pas de cible précise, mais on a une sorte de stratégie d'éco-substitution. Fait qu'on y va un peu secteur industriel par secteur industriel. Puis on met en place, là, on sert de la politique commerciale un peu comme dans le bon vieux temps de l'ISI, d'industrialisation par substitution des importations. Mais là, plutôt qu'essayer de promouvoir une industrialisation domestique, ce qu'on essaye de faire, c'est une éco-substitution domestique. Puis ce qu'on pousse, c'est nos secteurs qui sont plus écologiques, les bonnes pratiques, une agriculture qui peut être plus biologique, par exemple, mais qui est un peu plus chère, fait qu'on s'arrange pour la protéger, la pousser, tout ça. Puis on met des barrières en fonction de l'émergence de ces pratiques-là pour les laisser devenir pérennes, concurrentielles et tout ça. Fait que l'option gradualiste, pour moi, elle ressemble assez à un projet type structuraliste du 20e siècle, mais avec des objectifs environnementaux et sociaux plus que des objectifs d'industrialisation qui étaient ceux de notre époque fordiste dont nous parlions tout à l'heure. Fait que voilà, fait que je vais arrêter là, mais vous voyez, je vous ai laissé plusieurs questions ouvertes, puis s'il y en a une ou un parmi vous qui avait des lumières à me partager, je serais très, très, très preneur. Voilà. Merci Mathieu. On peut peut-être passer à des questions, s'il y a des questions dans la salle ou dans l'auditoire virtuel. Et s'il n'y en a pas, peut-être que moi, j'en aurais une. Rémi a fait référence un peu au début de sa présentation sur le fait que toute la question de l'institutionnalisation de l'économie internationale venait des actions de l'économie nationale et donc il y avait une structuration de l'économie internationale à partir de là. Quand tu parles du Fordisme, c'est toute l'époque que tu abordes, c'est une période qui est quand même de domination hégémonique américaine. Aujourd'hui, qu'on est dans une situation de transition hégémonique, on pourrait dire, ou peut-être même d'affaiblissement de l'hégémon américain, est-ce qu'on peut encore penser d'une possibilité d'interaction entre les États pour construire une nouvelle façon d'enchasser le commerce international en absence d'une grande puissance hégémonique ou, si je fais référence à la Chine qui n'est pas tellement intéressée à elle-même à développer des normes internationales, est-ce qu'on n'arrive pas dans une impasse ici? Si on regarde par rapport à Mathieu et toute la question de la gouvernance internationale en matière environnementale qui est, selon moi, un échec, hein? Donc, est-ce qu'on n'arrive pas à une impasse pour arriver à formuler une autre forme d'enchâssement du commerce international? Le libéralisme enchâssé, comme tu dis, c'est par rapport à une époque, par rapport au Fordisme. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'aller de l'avant aujourd'hui seulement par le biais des accords commerciaux? Ou sinon avec l'OMC, mais l'OMC aussi, c'est un blocage là. Donc, Ben, il y a des choses, à mon sens, extrêmement intéressantes qui se passent actuellement. Okay? C'est que, d'une part, au niveau interne, là, aux États-Unis, on est en train de, tu sais, une semaine, ça, je l'ai répété à mes étudiants, je pense qu'il n'y en a plus dans ceux qui ont, j'ai plus d'étudiants qui ont suivi mon cours cette année dans la salle, là, mais une semaine avant qu'elle soit nommée comme représentante au commerce, Catherine Tai a fait une intervention super intéressante. Elle dit, là, actuellement, on fait face à la Chine qui guide son économie un peu à la manière d'un chef d'orchestre. Nous, aux États-Unis, historiquement, on a tout le temps fait confiance à la main invisible d'Adam Smith. Puis là, il va falloir qu'on change de stratégie. Il faut que l'État développe ses stratégies sans nécessairement tomber comme la Chine. Okay? Puis là, tu vois ces interventions qui sont peut-être pas toujours aussi claires que ça, mais qui vont dans ce sens-là. Tu sais, jusqu'à il y a 2 semaines, Janet Yellen qui commence à dire ben, il va falloir qu'on reconstitue, qu'on repense nos chaînes des valeurs à la place. Tu sais, il y a même ce concept de friendshoring, tu sais, plutôt que offshore, friendshoring qui est en train d'émerger, donc rétablir les chaînes d'approvisionnement parmi les États amis. L'importance du Buy American Act, l'importance des investissements, tout ça. Donc, on est en train, à mon avis, de reconstruire l'économie d'une autre façon. Donc, première réflexion vers un nouveau régime d'accumulation. Moi, il me semble que ce qu'on vit comme problème actuel, l'inflation, là, moi, je suis un juriste, tu es économiste, toi, Mathieu aussi, peut-être que je vais dire des bêtises, là, mais moi, j'ai l'impression que la particularité actuellement de l'inflation, l'inflation est causée par la pénurie de main-d'œuvre, donc par un rapport de force qui est en train de se créer en faveur des travailleurs. Puis là, la réponse du capital, c'est de transférer ces coûts de production-là sur le dos des consommateurs, d'où l'inflation. Là, la particularité, c'est que malgré un rapport de force favorable, les salaires augmentent moins rapidement que l'inflation, mais on veut tuer l'inflation. N'empêche que le rapport de force risque de continuer à être là, donc augmentation des salaires. Je pense qu'on est en train finalement de se rendre compte des problèmes environnementaux aux États-Unis, puis là, on est en train de se dire on n'a pas le choix, là, il faut qu'on réagisse. Tu sais, c'est pas juste des idiots, là. Et donc, on est en train d'essayer de réfléchir à une nouvelle façon. C'est pour ça que j'ai parlé de période charnière. Là. On est en train de réfléchir à un nouveau régime d'accumulation. Donc ça, c'est au niveau national. Il se passe des choses en Chine ou ce qu'on pourrait appeler le régime d'économie de capitalisme politique ou le régime du consensus de Pékin ou quoi que ce soit. Il y a ça aussi de ce côté-là. Mais donc, je vais juste rester sur les États-Unis. La réaction à ça, c'est que les anciens accords de libre-échange, on est en train de se rendre compte qu'ils ne sont plus adéquats. Donc, le retrait du partenariat transpacifique par Trump, mais Biden, encore il y a 2 semaines, je pense, non, nous autres, ça ne nous intéresse pas. Au Kenya, il y a beau avoir des républicains encore dernièrement qui ont 50 républicains qui envoient une lettre et disent qu'il faut signer un accord de libre-échange avec le Kenya. Biden ne fait rien. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça. Je ne parlerai même pas de l'OMC. Pourtant, il y a des initiatives qui sont en train de se faire. À l'automne ou en novembre-décembre, donc on lance un groupe de travail pour un accord sur l'acier, et l'aluminium propre. On dit, maintenant, on va accepter ces produits-là en franchise de douane à condition que, ça c'est intéressant, c'est un peu une question que j'allais poser à Mathieu, ce qu'il pense de ce genre d'initiative-là. Donc, initiative, franchise de douane à condition qu'il n'y ait pas d'émissions de carbone. Et là, l'initiative, par exemple, le cadre économique Indo-Pacifique, qui là aussi, parmi les piliers, on voit l'environnement, puis les droits des travailleurs aussi. Donc, c'est des accords qui risquent de prendre des formes complètement différentes, mais encore une fois, moi, je pense qu'il va y avoir
de ces accords-là, mais qui vont être là, encore une fois, pour compléter ou pour étendre, pour faire la promotion du régime d'accumulation. Je vais revenir sur un aspect plutôt sur le plan du droit des travailleurs, mais qui est peut-être aussi applicable au droit de l'environnement. C'est que je pense que de plus en plus aux États-Unis, on est en train de se rendre compte qu'on n'aura pas le choix d'augmenter les salaires des ouvriers à cause du rapport de force, mais aussi parce qu'on est en train de se rendre compte qu'en rétrécissant les chaînes de valeur, on est en train de revenir un petit peu à, dans une certaine dimension, un modèle qui ressemble au Fordiste, c'est-à-dire que les travailleurs vont devenir importants comme consommateurs plus qu'ils l'ont été de par le passé. Sauf que pour ça, j'ai dit, puis c'était tout ça un peu ma narration, pour que le Fordisme fonctionne, on a besoin d'un cadre qui permet la protection. Mais là, à cause de l'OMC, à moins qu'on scrape les engagements en termes de barrières tarifaires, on ne peut plus faire ça. C'est beaucoup plus difficile qu'à l'époque du GATT. Donc là, il faut s'arranger pour que nos consommateurs, que nos travailleurs, en fait, continuent à être compétitifs par rapport aux autres. Parce que sinon, nos marchés vont être complètement... le marché états-unien va être enseveli de marchandises étrangères. C'est quoi la solution de ça? C'est s'assurer que les travailleurs à l'étranger aussi puissent continuer à avoir des bonnes conditions de travail pour s'assurer qu'on ne soit pas submergé par leur production, mais en même temps, parce qu'éventuellement, ils vont devenir aussi des consommateurs. Puis je lisais dernièrement un livre que vous avez peut-être lu, là, Trade Wars or Class Wars, de Matthew Pettis et Michael Pettis et Matthew Klein, qui fait remarquer que, justement, une des questions importantes actuellement, pourquoi les luttes commerciales sont des luttes de classe, c'est que, justement, les travailleurs puis les retraités chinois n'ont pas les revenus qu'ils devraient avoir compte tenu de leur productivité, ce qui fait en sorte qu'il y a énormément de ressources produites en Chine qui ne peuvent pas être écoulées sur le marché, achetées par les producteurs. Ça fait en sorte que, justement, on est obligé de les exporter. D'où le principe de lutte de classe. Puis moi, je pense que ça a un impact important, c'est-à-dire qu'on a besoin du côté des États-Unis de voir les autres marchés, avoir à la fois des consommateurs, puis de voir des travailleurs qui reçoivent des bons salaires pour affecter un peu la productivité des compétiteurs. Donc, c'est toutes ces questions-là, je pense, qui sont en train de mijoter. Puis je pense que ça va donner des accords commerciaux dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. Mais le blocage que je vois à l'OMC dans les différents forums, ou les différents forums que j'aurais dire, est directement relié à ça. Puis je pense que ça va donner des accords un peu comme le GATT pour le Fordisme, l'OMC pour le néolibéralisme. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Trop longuement. Non, c'était très intéressant. Mathieu, est-ce que tu veux... Oui, moi j'ai une petite chose à dire. Je note qu'il y a Mario Jodoin en ligne qui a une question. Fait que je vais dire 3 mots rapidement. Juste sur ce que Rémi vient de dire, parce que c'est super intéressant. Il y a une asymétrie intéressante entre les clauses vis-à-vis des travailleurs, finalement, et environnementales, qui est la suivante. Les travailleurs canadiens, disons, ont tout avantage à ce que les conditions de travail ailleurs s'améliorent. Donc, nous, qu'on pousse pour dire, non, payez donc votre monde mieux, tata. Mais mettons l'utilisation de l'eau, par exemple, là, ou l'Amazonie, là, nous, comme consommateurs, on n'a pas particulièrement... Dans la grande ordre des choses, on voudrait qu'il y ait de l'Amazonie, là, mais on n'a pas avantage à ce qu'ils préservent leur forêt. En fait, nous, on veut préserver les nôtres, puis les autres sont dit, ah, mais nous, on va couper la nôtre. Ah, mais parfait, coupez-la, puis envoyez-nous-la, puis on va la bouffer. Donc, il y a comme une asymétrie d'incitatif ou d'intérêt là qui rend ça difficile d'avoir, déjà que c'est difficile de pousser pour des clauses genre augmenter les salaires ailleurs, tout ça, sinon on vous met des barrières commerciales. Mais là, dire occupez-vous mieux de votre environnement, sinon on vous met une barrière commerciale, c'est difficile parce qu'on n'a pas d'incitatif individuel à le faire. Il faut comme s'auto-contrôler pour y arriver. Fait en tout cas, je voulais juste noter cette asymétrie-là qui différencie un peu les deux clauses, mais c'est à garder en tête ensuite sur comment est-ce qu'on formule ces accords-là. Mais je serais tenté de passer la POC à Mario qui avait levé la main tantôt. Pourquoi je n'avais pas pensé à ça, Mathieu? Allez-y, M. Jodoin. Bon, OK, merci.
Pour commencer, je vais aborder un peu le point de Mathieu. Là. Pour moi, une des solutions, je ne veux pas exagérer avec ça, c'est un budget carbone, puis aussi des indicateurs axés plus sur la consommation que sur la production. Ou faire les deux, parce que l'exemple que tu viens de donner de l'Amazonie, si on était en consommation, ben, on n'aurait pas l'intérêt que tu viens de mentionner. Puis d'ailleurs, l'ISQ, en passant, a sorti un document vendredi dernier, justement, il faisait des estimations des émissions à effet de serre. Là-dessus, on disait, consommer ici puis polluer ailleurs. C'est un peu le principe, là, de viser, d'avoir des cibles non seulement de production comme on a actuellement, mais des cibles aussi de consommation. Je voudrais revenir bien gros sur l'inflation et les salaires, parce que j'entends toutes sortes d'affaires là-dessus, puis je ne suis pas tout à fait d'accord avec Rémi là-dessus. L'inflation actuelle, bon, ce qu'on appelle les pénuries, puis je le mets entre gros guillemets, en tout cas, les difficultés de recrutement peuvent jouer un peu sur l'inflation, mais c'est des facteurs internationaux, c'est la sécheresse, c'est les semi-conducteurs, puis ce n'est pas en augmentant le taux d'intérêt que tu vas y régler. Là. C'est ça en grosse partie. Ensuite, on dit que les salaires ont augmenté moins de l'inflation, mais là, on dirait que tout le monde a oublié la notion des effets de composition. L'an passé, les pertes d'emploi étaient surtout chez les bas salariés. Ce qui fait que si vous regardez les données du Québec, par exemple, les salaires, la moyenne des salaires a augmenté de 6 puis l'inflation était de 1 Cette année, il y a une partie de ces gens-là qui ont été réembauchés et malgré tout, dernier chiffre disponible, on avait 5,5 de hausse des salaires. Je ne peux pas parler pour les États-Unis, mais eux autres aussi, c'est aussi les industries à bas salaire. Eux autres, c'est vraiment, là, comme nous autres, d'ailleurs, la restauration et l'hébergement qui a le plus perdu. Puis, tu sais, il y a un effet de composition. On est tout mêlé avec ces affaires-là. On regarde juste la dernière année sans tenir compte. Ces temps-ci, il faut tout regarder sur base de 2 ans, que ce soit l'inflation des salaires, tout ça, parce qu'il y a eu des effets de composition épouvantables. La productivité du Québec a augmenté de 6 l'an passé. Là. Tu sais, je veux dire, c'est le plus gros chiffre depuis 30 ans à peu près. Là. Tu sais, mais, surprise, elle baisse cette année. Tu sais. C'est normal parce qu'on calcule sur une hausse artificielle. Bref, si on oublie les effets de composition, on est complètement dehors de la carte. Puis d'ailleurs, les pénuries ont peut-être augmenté les prix dans les restaurants, ça c'est très clair. C'est sûr parce qu'il manque de monde, ils ne peuvent pas le faire. Puis les seuls qui restent, c'est les plus hauts salariés, c'est les chefs et les dirigeants, là, que quand ils faisaient des livraisons. Puis c'est tous les bas salariés qui ont été, même dans l'éducation, j'ai vu, il y a eu des hausses moyennes de salaire parce que, comme l'enseignement à distance était plus gros, les gens en bas salaire, ils en avaient moins besoin. Bon, bref, il y a des effets de composition un peu partout. Par contre, si on manque d'infirmières, par contre, bien, c'est surtout dans le service public, on paye ça avec nos impôts, fait que ce n'est pas calculé dans l'inflation. Fait qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut faire attention quand on regarde les postes vacants, il y a du double compte là-dedans. C'est-à-dire que les infirmières, on a plein de postes vacants, mais ils sont remplacés par des gens du privé, des agences. Fait que dans le fond, les gens rendent le service, puis il y a des postes de vacants. Puis les agences, comme ils placent plus de monde, ils peuvent aussi avoir des postes vacants, d'où mon double compte. Donc, il faut faire attention dans les interprétations des données. Je vais vous dire, c'est mon domaine, l'économie du marché du travail. J'ai travaillé là-dedans au-dessus de 20 ans. Fait que j'ai l'habitude de décortiquer les données là-dessus. C'est à peu près ça que je voulais dire. Sinon, c'était plus les premiers graphiques, Mathieu. J'ai eu bien de la misère quand tu parlais des coûts puis des rois. Parce que c'est deux choses bien différentes. Là. Tu sais, je veux dire, l'énergie, ce n'est pas le seul coût là, pour produire. Puis tu sais comme moi, ben, tu en as glissé un mot, que les prix sont établis au niveau international. Donc, comme tu disais, ça dépend plus de l'OPEP que ça dépend de tes coûts de production. Là, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que les relations, à un moment donné, peuvent changer par, comme tu disais, des facteurs bien externes. Puis quand tu disais que la taxe n'aurait peut-être pas un rôle, moi, je ne suis pas d'accord parce que ça augmenterait toutes les échelles. Toutes les affaires tout croches, là, ils seraient toutes plus élevés. Donc, ça pourrait avoir un impact selon moi. Mais enfin, c'était juste une petite remarque où je me perdais un moment donné là, dans les notions là, avec les corrélations, tout ça. Ils étaient tous avec les rois. Fait que je ne les voyais pas aussi bien, par exemple, entre les coûts et les prix. Entre les coûts et les prix, par exemple. Ouais. Mais comme je disais, les prix sont établis ailleurs. C'est normal, entre guillemets, que la corrélation soit pas bien forte. C'est à peu près ça, là, pour l'instant. Oui, Rémi. Ben, merci, Mario. Vous comprenez que, je ne sais pas, on ne se connaît pas, je ne pense pas qu'on se soit déjà rencontrés, là, mais vous comprenez que moi, je ne suis pas économiste, c'est qu'il y a des choses comme ça, effectivement, des pièges là, que je ne peux pas voir. Donc, merci pour les commentaires. Oui, si je peux juste rebondir 3 secondes, Marguerite?
Oui, allez-y. Fait que, oui, oui, OK. Mario, tu as raison. En fait, la démonstration que j'essaie de faire, puis tu as raison de dire que ce n'est pas le seul coût, là. C'est pour ça que le graphique de la fin, c'était comme coût financier versus prix financier, parce que là, on parle d'agrégats qui se comparent. Puis, mais je suis entièrement d'accord avec toi, en fait. Le prix vient d'ailleurs. Fait que l'idée, c'est que l'énergie, puis dans notre calcul des ROI, il y a comme on prend un bout d'énergie pour les travailleurs aussi, on prend un bout d'énergie. C'est quand même pas juste le gaz qui rentre dans un camion. C'est comme une espèce de vision énergétique des flux biophysiques qui vont dans la production de pétrole, si on veut. Même si ce n'est pas la seule chose, il y a des métaux, il y a des choses aussi, mais néanmoins, tout ça devrait être relativement corrélé si on regarde simplement les ratios physiques, si on veut. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec le prix. Puis, quand on arrive au coût, on regarde, même les coûts et les prix ont une relation qui est assez diffuse, alors que là, on est directement dans des variables financières. Fait que tout ça pour dire, Mario, je suis assez d'accord avec toi. Toute ma démonstration, c'est pour dire que les deux sont décrochés l'un de l'autre et parce que les prix sont déterminés ailleurs sur des questions géostratégiques ou bien d'autres affaires qui ont assez peu à voir avec les réalités environnementales. Donc, que si tout ce qu'on a pour guider l'allocation des ressources, c'est un prix de marché qui est déterminé sur la base d'une décision ou pas d'envahir l'Ukraine, ce n'est pas un guide particulièrement utile pour l'allocation, pour la décision de quel genre d'énergie on va aller chercher puis quand. Ça nous prend autre chose. As-tu intégré les subventions? Essayé Ah, d'intégrer les subventions? oui, oui. Oui. Tu as une idée? Ah, OK, non. Je me disais bien, là, mais Fait que, parce que je ne les voyais pas, puis je n'ai pas vu un mot ouais. là-dessus. Puis, Fait, parce qu'ils peuvent varier d'une année à l'autre. Là, tu sais. ouais. Fait que donc, et sur la question des taxes, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais les taxes, ça devient un petit peu comme, là, on parle beaucoup de politique monétaire, c'est un peu comme la politique monétaire, c'est que pour moi, les taxes, elle ne peut pas être précise. La précision, ça va être assez quantitative, là, parce que ça, par baril de pétrole, on sait combien il y a de carbone, on sait combien il y a de ci, puis tout ça. Les taxes, ensuite, ça peut être un instrument un peu grossier, mais si tu jack ta taxe, ben, tu es capable de dire, OK, il n'y a plus personne qui va y aller. Si ça devient vraiment, vraiment cher, ben là, c'est correct, on va aller vers de l'éolien, vers d'autres choses ou tout ça. Ou à l'inverse, si tu donnes beaucoup de subventions, tu peux aller de l'autre côté, mais tu n'es pas capable de fine-tuner. C'est un peu ce que j'essaie de dire avec la taxe. C'est qu'il n'y a pas moyen d'être très, très précis parce que le prix varie sur un paquet de trucs, mais il y a moyen de le jacker tellement élevé que là, ben oui, c'est genre, c'est super. Ou au contraire, subventionner tellement que c'est même pas grave s'il y a une guerre en Ukraine, on y va pareil parce que ça se produit gratis. Mais pour moi, il y a une idée que j'avais eue une dizaine d'années, là, puis c'était le rationnement. Mais pas un c'est-à-dire des quotas de production. Parce qu'à un moment donné, il y a des éléments où le pétrole est très, très, très difficilement remplaçable. Tu ne peux pas le remplacer par une éolienne ou par de l'énergie solaire. Là. Il y a des affaires, là, tu parlais de biophysique, là, à un moment donné, ça a des caractéristiques spéciales. Puis moi, je me dis, tu sais, quand tu attends le marché, puis avec les jeux de prix, c'est quand il n'y en a plus que les prix montent. Tu sais, je veux dire, puis c'est pas ça qu'on veut qu'il en reste dans le sol. Donc, selon moi, le seul moyen qu'il y aurait, mais enfin, je ne te dis pas que c'est facile à implanter, là, c'est très difficile, parce que l'idée même de rationnement, ça crée de la révolution en partant dès qu'on dit le mot, mais ce n'est pas un rationnement comme lors de la Grande Dépression. C'est un rationnement, c'est de dire on a un stock là, sur la planète, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour qu'il en reste un peu pour les autres, pour les éléments où il est vraiment difficilement remplaçable, très difficile. Il faudrait vraiment l'utiliser pour certaines fins. Mais ça, comme je dis, c'est une idée que j'ai eue il y a longtemps, puis je pense que je l'ai déjà lue aussi. Là. Je ne me prends pas pour un génie. Là. Il y en a d'autres qui ont eu la même idée. Là. Mais c'est une façon de répartir pour qu'il en reste un peu dans 200 ans, 300 ans, ne serait-ce que pour des produits en plastique qui sont bien, 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 bien pratiques, là, qui sont difficilement remplaçables. Il y en a bien qui sont remplaçables, on en jette trop dans l'océan, on pourrait récupérer. Là. En tout cas, tu vois ce que je veux dire, là? C'est pour ça que ce n'est pas juste les prix, ça prend aussi de la réglementation et des quotas. Moi, je suis d'accord. On a-tu encore le temps pour une question que je poserai à Rémi, si à moins qu'il y en ait d'autres de la salle? Oui, bien sûr, on peut prendre quelques minutes. Fait que moi, donc merci beaucoup, Marion, en passant. Moi, quand je dis cible quantitative, c'est un peu ça à quoi je pense. Bref, on s'en reparlera. Moi, quand je regarde mon truc un peu, puis ça devait transparaître dans mon propos, je me retrouve un peu avec une position de repli
dans mon affaire où est-ce que je dis, bon, ben, tu sais, la gestion multilatérale, je pense qu'Éric le disait tout à l'heure, tu sais, gestion multilatérale, des questions comme l'environnement, c'est pas particulièrement édifiant, là, la mesure de tout ce qu'on réussit à faire ce temps-ci, c'est un peu. Fait que la position de repli, c'est de dire, OK, mais peut-être qu'entre nous, on peut quand même s'entendre sur quelque chose. On se mettra une interface avec le reste de la planète, puis après ça, on verra. Et on continuera d'aller à Paris puis ailleurs pour essayer de dire aux gens de mieux faire, puis tout ça. T'sais. Mais est-ce que, tu sais, puis en fait, la question est pour Rémi, mais pour tout le monde. Là, c'est moi que, comme économiste, ça va, là, je peux même faire des courbes, des prix, des affaires de même, ça va, je le maîtrise bien. Mais sur la question de politique, politique mondiale et internationale, là, je suis un peu moins, disons, confortable. T'sais. L'option multilatérale, là, dans la mesure où on est en train de faire une transition dans un régime d'accumulation un peu différent peut-être, qu'on est en train de finalement, on pensait qu'on était en train de la faire en 2007-2008, finalement, ça ne s'est pas avéré. Là, peut-être que cette fois-ci, on est plus, c'est comme une poussée supplémentaire. On le voit dans les chiffres du commerce qu'en fait, depuis 2007-2008, il y a une démondialisation graduelle, il y a une baisse du commerce, puis là, qui s'est accentuée avec la pandémie. Est-ce qu'on est plus face à des options de repli pour des fois pas les mêmes raisons que moi, là, mais tu sais, des raisons plus trumpesques ou je ne sais pas trop quoi, puis de chacun pour ça. Ou est-ce qu'on a une option multilatérale qui nous est quand même offerte, mais sur d'autres bases qui pourraient tenir compte de ces questions sociales-là, de ces questions, de ces questions environnementales-là. Fait que si on veut, c'est peut-être une question de prospective que je vous demande. T'sais. À votre avis, là, puis en comprenant bien que la futurologie, on peut bien en faire, puis dans 3 semaines, on change quand les conditions changent. Mais voilà, c'est un petit peu la question de où est-ce qu'on s'en va, si on veut, là, que je vous demanderais. Puis est-ce qu'on a une option multilatérale qui pourrait être viable? Puis que moi, j'ai peut-être un peu de misère à voir, mais voilà, ce serait. Et compte tenu, encore une fois, de la transition de régime d'accumulation, tout ça. Ouais, Mathieu m'a interpellé, mais si vous voulez répondre avant moi, il n'y a pas de problème. Tu as sûrement quelque chose à dire aussi là-dessus. Non, vas-y. Ben, à mon sens, à mon sens, là, je ne vois rien pour le moment. Le multilatéralisme, là, c'est créé dans un contexte assez particulier où les États qui dominaient le système international avaient grosso modo les mêmes valeurs, le même type de régime d'accumulation. Ils étaient capables d'imposer leur volonté. Et là, ça a changé. Depuis le début des années 2000, je pense qu'on n'est plus capable de réconcilier les intérêts. Donc, c'est la raison pour laquelle, on semble s'en aller vers vraiment des accords régionaux, des initiatives, des trucs plurilatéraux, etc. Même à l'OMC, il y a 6-7 des initiatives plurilatérales qui sont en train de se développer. Puis la question se pose, est-ce que c'est compatible juridiquement avec le système de l'OMC? Bon, en tout cas, donc, pour moi, le multilatéralisme actuellement semble être bloqué. Moi, je serais surpris. Mais encore une fois, tu disais, ouais, mais on ne fait pas de futurologie. Ben, effectivement, c'est pas ça que je veux faire. Mais moi, je ne vois pas dans un avenir, là, mettons d'ici 10-15 ans, un regain du multilatéralisme. J'ai l'impression que l'OMC va continuer à exister, mais j'ai l'impression qu'elle va prendre de moins en moins de place. Des nouveaux accords importants, il n'y en aura probablement pas. On va voir. Là, il y a une nouvelle conférence ministérielle dans un mois et demi, début juin. Peut-être qu'ils vont accoucher d'un accord sur les pêcheries, mais même ça semblait presque acquis il y a un certain temps. On était, me semble-t-il, en train juste de négocier des petits détails. Puis là, j'ai l'impression que ça ne m'étonnerait pas qu'ils ne réussissent pas à conclure ça. Fait que, il n'y a rien qui se passe sur le plan multilatéral. C'est justement parce qu'il y a des intérêts qui sont contradictoires. Moi, c'est mon impression. Voilà. Si je peux me permettre, pendant que j'ai la parole, Mathieu, moi, je t'avoue que j'ai trouvé ta conférence super intéressante, puis tu nous as posé plusieurs questions. Puis là, c'était des questions qui étaient, comment dire, qui avaient un contenu économique. Moi donc pour y répondre, il faudrait que je les prenne une après l'autre, puis que j'y réfléchisse durant une petite demi-heure, 1 heure, probablement en te posant les questions, en disant oui, mais. Donc là, je suis un peu
c'est pas par manque d'intérêt que je peux pas réagir. Juste un peu, OK, une minute, là. Qu'est-ce que je peux dire d'intelligent? Puis je ne suis pas sûr d'être à la hauteur de ton intervention. Il faudra vraiment se la faire, cette bière-là là, dont on se parlait à ce moment-là. Quand tu veux. Bon, il est 2 heures déjà, ça va passer vite. Merci beaucoup à vous deux pour vos conférences qui étaient très, très éclairantes et très instructives. Moi, j'ai vraiment apprécié. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions dans la salle virtuelle. Donc, sur ce, je pense qu'on peut terminer. Puis, je vous remercie grandement de votre participation. Merci à toi. Merci pour l'organisation. Salut tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était super intéressant. Allez, Merci à à la vous deux. prochaine. Au revoir. Bye.